Soro Guillaume, en exil depuis 2019, a passé un coup de fil aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara. Certains voient cela comme une stupeur, pour d'autres c'est un bon signe de la réconciliation. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce sera donc le menu 1. Au menu 2, on parlera du Togo. Eh bien, vous savez qu'il y a des rififi entre le régime parlementaire nouveau et le report des élections régionales et sénatoriales. Bref, aujourd'hui, avec nos amis qui sont là, on essaiera de décortiquer notre actualité nationale et internationale. Encore une fois, bienvenue. À tout de suite. Messieurs, bonsoir. Messieurs et dames, bonsoir. Herman, bonsoir. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Christelle, bonsoir à Marius. tous. Bonsoir Christelle. Pascal. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle. Très bien. Alors, vous le savez, l'affaire est en train de faire grand bruit. On retrouve un peu cela sur les réseaux. Le journal Le Monde en a fait cas. Lui-même, Soro Guillaume, a posté sur sa page l'appel entre lui et le président de la République. Messieurs, essayons d'observer un peu l'environnement de tout ceci. Et quel est votre avis, votre regard, Herman, votre grille de lecture sur cet appel? Après, on rentrera évidemment dans le détail. Mais comment est-ce que vous réagissez à cela? Déjà, c'est vrai que ça se dit. On constate simplement qu'au niveau du camp présidentiel en Côte d'Ivoire du pouvoir, il n'y a pas eu de démenti. Donc, on suppose que ce n'est pas un poisson d'avril comme Soro Guillaume. Comme il a dit sur sa page. Il a dit sur sa page. Moi, je pense que à la lecture de cela, c'est toujours bon que les leaders politiques dans un pays qui sont, qui donnent une certaine sérénité à la nation, quand ils s'entendent, c'est toujours bon pour nous. Moi, je vois en termes de stabilité, ça nous apporte, surtout que depuis quand même 5 ans, les relations entre, je pourrais dire, l'autre couple père et fils ne fonctionnait pas vraiment. Mais moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on est ensemble, à tout moment, on peut se remettre ensemble. Donc, je ne suis pas forcément étonné. C'est toujours des coups comme ça qu'on a sur la scène politique. Ce n'est pas étonné. J'ai envie de bien savoir ce que pense, ce que dit le pouvoir en place par rapport à tout ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de réaction, mais essayons de regarder un peu ce que Soro Guillaume a posté sur sa page Twitter. C'est vrai. Lui et moi avons parlé au téléphone. Ce n'est pas un poisson d'avril comme certains le proclamaient. La prochaine fois, ça sera en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin. Il faut s'activer. Sarah, les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis 5 ans. Aujourd'hui, on parle d'échanges, ils se sont parlé. Déjà, sur quel postulat vous observez tout ceci, Sarah? Alors, je pense qu'il y a des choses à dire sur le fond et la forme dans ce message. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, je considère cette action quand même comme assez positive, car Soro est considéré quand même comme le dernier véritable opposant. Radical au pouvoir en place. Soro exprime ses regrets. À l'extérieur aussi, il faut préciser. Tout à fait. Voilà. Et le président Alassane Ouattara qui dit qu'il est prêt à pardonner. Cette communication, pour moi, elle réouvre un dialogue qu'on pensait probablement rompu. Donc c'est un véritable apaisement, j'irai vers ce pas vers la réconciliation nationale. C'est un pas très important. Tout le monde, j'ai envie de dire, marque des points. Car on se souvient encore de la communication il n'y a pas très longtemps à partir de Niamey en novembre dernier, de la part de Soro, qui n'était pas très rassurant, je dirais, sur le fond comme sur la forme. Je cite, il disait « Je mets fin à mon exil car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique ». Donc ça, je dirais, c'est sur la forme. Et dans le fond, et on le lit quand même assez clairement dans son message, c'est qu'il entre le discours de Niamey et celui qu'on vient de voir, vous pensez qu'il y a eu de l'eau à passer sur le pont? Oui, parce qu'on voit quand même un changement radical de ton. Et on a l'impression que voilà, il y a une possibilité assez importante maintenant pour Soro de revenir chez lui dans un premier temps. Mais également, on peut penser à un retour probable dans l'arène politique. Les mots sont dits, les mots sont assez clairs. Et il disait, encore une fois, je cite, à l'époque, ni la prison ni l'exil ne sont un frein à une carrière, à un destin politique. Donc je pense que il ne fait pas du tout de croix sur la possibilité de revenir dans l'arène politique, comme c'est également dicté dans son message de Twitter. Alors, Marius Komoré, c'est vrai que Sarah nous a poussé un peu dans le fond. Observons déjà
la conversation. Ils avaient conversé fin mars, 29 et 30 mars. Comment est-ce que vous observez déjà le fait qu'ils se soient parlé? On sait bien, ça fait 5 ans qu'ils ne se parlaient pas. Fin 2023, lorsque Soro Guillaume avait été vu du côté de Niamey, enfin des pays de l'AES, le ton pourrait être qualifié par certains de dur. Et aujourd'hui, ils appellent, ils échangent. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, Marius Komoué? En tant que leader de la société civile, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons appris la nouvelle de cet échange téléphonique entre M. Soro Guillaume, président du GPS, et le président de la République, M. Alassane Ouattara. C'est tout ce que nous appelons de tous nos voeux, étant entendu que nous ne voulons pas à ce pays revivre encore dans les travers que ce pays a connus et qui l'a amené dans une crise militaro-politique qui a déchiré et défiguré l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, Soro Guillaume, il faut le dire, est en exil. Bien qu'il soit aux encablures des frontières de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, oui. Oui, bien qu'il soit dans les pays de l'AES, il est toujours en exil. Et la constitution ivoirienne proscrit justement que des Ivoiriens soient contraints à l'exil. Et je pense qu'en acceptant donc de le prendre au téléphone, le président de la République a fait preuve encore une fois de grandeur, j'allais pas dire d'esprit, mais je l'ai dit de grandeur de cœur. De générosité et encore une fois, il a attesté de ce qu'il est le père et la mère de la nation. Parce que revoir Soro Guillaume sur cette terre, sur la terre de ses ancêtres en Côte d'Ivoire, est tout le mal que nous souhaitons au pays, étant entendu que pour quelqu'un comme Soro Guillaume, que nous avons suivi le parcours politique, tant au niveau de la FESI qu'au niveau de la rébellion. D'accord. Et qui faisait des déclarations hors du pays, appelant même l'armée ivoirienne à des soulèvements. Je pense qu'aujourd'hui, si lui-même, il a pris sur lui j'allais dire, le désir d'appeler le président de la République, c'est un pas, comme l'a dit Sarah, vers l'apaisement, c'est un rapprochement. J'aurais bien voulu terminer en souhaitant que cet apaisement qui aura démarré entre Soro Guillaume et le président de la République soit étendu également à M. Laurent Gbagbo, à M. Charles Blé Goudé, qui eux aussi ont une épée de Damoclès qui plane sur les têtes, étant entendu qu'ils ne sont pas non seulement votants à toute élection en Côte d'Ivoire, mais également éligibles. Alors, Pascal Kwame, qui écoutait avec beaucoup d'attention, Marius, on sait bien, en février dernier, il y a eu donc cette loi qui a fait sortir de prison certains proches de Soro Guillaume. Est-ce que vous pensez que c'était donc le point de départ à cet appel qui pourrait évidemment enclencher un processus de réconciliation, en notant que vous êtes attendu au téléphone? On a besoin d'avoir vos avis. C'est l'actualité de notre pays. Qu'en pensez-vous de cet appel de Soro Guillaume au président de la République? Vous êtes attendu au 98 070. Pascal. Merci beaucoup, Christelle. Déjà, en tant que citoyenne, j'aimerais réagir. Oui. Parce que quand on apprend qu'il y a eu un appel, un échange entre le président de la République et M. Soro Guillaume, on a déjà un certain sentiment d'apaisement, parce que ça reste quand même une épine dans le pied de n'importe lequel des dirigeants qu'il y ait une dissidence aussi radicale à l'extérieur des frontières, quelle qu'elle soit. Ouais. On n'est pas dans un monde parfait, l'opposition a le droit d'exister, mais quand vous-même, ici sur le plateau et dans les médias, on la qualifie de radicale, je pense qu'en toute chose, la radicalité n'est pas à souhaiter. Mais avant de continuer, j'aimerais réagir sur le propos de Marius, vers la fin surtout, où il dit qu'il y a il faut étendre. Il faut étendre voilà, à un certain nombre de personnalités qu'il a citées, notamment le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il faut lier les deux? Et Charles Blé Goudé. Je ne vois pas tout de suite le lien entre les deux attitudes. Et puis, j'aimerais que, de façon générale même, nous, en Côte d'Ivoire, on arrête de dire la réconciliation nationale. Mais elle a commencé, la réconciliation nationale. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on était il y a, allez, un peu plus de 10 ans? Pour vous, nous sommes en plein pied dans la réconciliation, mais pour certains, tant qu'il y a certains points, c'est pas réglé. Mais bien sûr, ça reste des points à régler, mais ça y est, on a entamé la réconciliation nationale. Elle est même en vitesse de croisière. C'est cela. Et ce qui nous le fait dire,
c'est au-delà de ce coup de fil, c'est bien sûr les libérations qu'il y a eu dernièrement, je pense à celle de M. Kamaraté, d'Issoul Toussoul, qui sont venues après de nombreuses autres libérations dans le camp de M. le Président Laurent Gbagbo, notamment la libération de M. Dogoblé. Donc il y a eu un certain nombre de signes qui ont été envoyés par le pouvoir, mais aussi par les oppositions. On a vu le président Gbagbo aller voir le chef de l'État quand il est revenu. Donc tout le monde fait des efforts. Tout le monde fait des efforts. Et ce coup de fil, je pense, est un coup de fil de sagesse. Parce qu'avant que le président, les Ivoiriens ne sont pas naïfs, ne prennent le téléphone, il n'a pas son portable comme nous, il voit marquer le nom et puis il décroche. Non, il y a eu un certain nombre certainement d'actions souterraines qui ont sous-tendu donc cet appel-là. Et moi, en tant que citoyenne déjà, ma première réaction, c'est de dire heureusement. Très bien. Alors, je rappelle que le téléphone est ouvert au 98 070. Vos avis sont attendus, chers téléspectateurs. Mais avant, essayons de progresser. Peut-être que vous aurez l'occasion de réagir sur le point de Pascal. Regardons maintenant les propos. Rentrons dans le fond. Lorsque Soro Guillaume dit qu'il évoque ses regrets, n'est-ce pas? Et le président lui dit qu'il est prêt à lui pardonner. Comment est-ce que vous voyez tout ceci, Herman? Moi, je pense que d'abord... Est-ce que vous êtes surpris déjà de ces propos-là? Non, mais dans tous les cas, lorsqu'on cherche à aller à l'apaisement, c'est les propos qu'on tient. Mais déjà, il faut soutenir. Les gens me disent que c'était des appels téléphoniques parce qu'il y en a eu deux, le 29 et le 30. Le 30. Mais ces appels-là, c'était dans le secret. Donc, j'imagine, je me demande bien comment est-ce que ceux-là font pour savoir, et les émotions, et même les regrets. Les émotions, encore on peut le dire, puisque ça fait quand même 5 ans qu'ils réchauffent leur conversation. Mais les regrets, j'imagine que ce sont peut-être des supputations pour leur... Mais ils se sont pas parlé pendant 5 ans, Erwan. Oui, pendant 5 ans. Mais les regrets tout de suite, et que le président voilà, pardonne, ça veut dire qu'il faut être dans le secret de Dieu, à moins que ou Soro ou le président Ouattara le disent. Essayons d'imaginer. On peut s'imaginer qu'il y a dit regret. Mais c'est une bonne chose, comme on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en même temps, je veux dire quoi? Le vrai point qui a été, je veux dire, le point de discorde, c'est quoi? C'était l'ambition pour Soro de briguer à une magistrature suprême. Est-ce que cette question, elle est réglée? Parce que c'est ça. Est-ce que ce réchauffement qu'il y a entre les deux hommes, ça met sous les teignoirs les ambitions de Soro? Je crois que non, parce qu'il a même dit, vous avez vu le tweet qu'il a fait, non, 2025, c'est pas loin, il faut y aller. Ça veut dire que l'homme, déjà, malgré tout ce qui va se passer, il se positionne déjà pour 2025 et il laisse à savoir si cela va forcément être accepté, apprécié par le président. Nous avons M. Akwa. M. Akwa, bonsoir. Bonsoir, Christelle. J'espère que vous allez bien. Quel est votre point? Comment réagissez-vous justement à cette actualité, M. Akwa? Ok, je vous remercie. Il faut dire que je suis au quotidien votre émission qui édifie les Ivoiriens, qui enrichit notre culture politique. Beaucoup. Et je remercie également vos chroniqueurs. Et ce soir, je pense que ce thème, il est vraiment édifiant, il est vraiment apaisant, il est vraiment rassurant. Le football réunit tous les Ivoiriens dans leur diversité. La politique devrait pouvoir réunir tous les Ivoiriens dans leur diversité. Quel que soit le bord politique, on devrait se réjouir de ce qui est bon au RHDP, au PPACI, au PDCI, et pleurer avec ceux-là quand ça ne va pas. Ça ne doit pas être la guéguerre. Voilà. Donc, voir le fils prodigue revenir vers le père, je crois que c'est vraiment un bon signe. C'est vraiment un bon signe. Et je souhaite que la victoire des éléphants, là, vraiment puisse être, au-delà de l'aspect footballistique, vraiment quelque chose qui va apporter quelque chose de nouveau, vraiment un bon élan politique, une bonne réconciliation, une bonne avancée. Et merci au président Ouattara. Et que, voilà, merci également à son fils Soro. Et que tous nos politiciens, nos leaders puissent fédérer pour le bien des populations.
Merci beaucoup, Monsieur Akwa, pour cette intervention. Marius Komoé, je vous donne en même temps la parole pour faire le pont, la liaison, pour bien comprendre votre point. Non, vous estimez que oui, les différents coups de fil du 29 et 30 avril devraient normalement permettre, si je lis bien votre pensée, vous me le dites, à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire, in fine, et puis, pourquoi pas, à lever tout ce qui est interdiction d'apparaître sur la liste électorale à Laurent Gbagbo et à M. Charles Blé Goudé. Explication. Mais c'est tout simple. M. Soro Guillaume, aujourd'hui, a sur sa tête, justement, un mandat d'arrêt international. Tout à fait. Et donc, dès lors qu'on le prend partout dans le monde, on doit en principe le transférer. Condamnation ici aussi. Oui, il est aussi, au niveau national, condamné par notre justice. Eh bien, M. Laurent Gbagbo, bien qu'acquitté par la CPI, a été condamné par nos juridictions au niveau local. Au point que M. Laurent Gbagbo n'a pas aujourd'hui de droit de vote. Pour quelqu'un qui a fait de M. Alassane Ouattara un candidat exceptionnel sous la médiation de Thabo Mbeki, alors président de l'Afrique du Sud et mandaté par l'Union africaine, je ne peux pas comprendre qu'à son tour, lui qui a fait de M. Ouattara aujourd'hui candidat exceptionnel au point qu'il soit président, il ne puisse même pas être un votant dans son propre pays. À plus forte raison, être éligible. C'est le même cas pour M. Charles Blé Goudé, qui lui aussi a sur sa tête une décision de justice qui l'interdit d'être candidat, encore moins éligible. Alors, si on veut justement une véritable réconciliation, parce que c'est des acteurs importants du jeu politique national. On ne peut pas parler de politique en Côte d'Ivoire en excluant M. Laurent Gbagbo. On ne peut pas parler de politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire en excluant M. Charles Blé Goudé. D'ailleurs, M. Charles Blé Goudé l'a si bien compris. M. Soro Guillaume vient de le confirmer. 2025 approche, il faut s'activer. Mais M. Charles Blé Goudé vous dit qu'en 2025, eh bien, on ne pourra pas faire les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sans lui. Et encore moins sans le COJEP. Est-ce que justement, ce n'est pas un point qui pourrait évoluer puisque nous sommes en Mais politique? bien entendu, c'est pour ça que j'ai dit que le président de la République doit étendre sa magnanimité, doit étendre sa largesse de gestion de la chose publique. Merci beaucoup. À aller vers justement l'apaisement à tous les niveaux. Tout ce que Marius vient d'énoncer. Est-ce que vous pensez qu'in fine, l'idée, ce serait vraiment de faire en sorte que le tableau soit blanc? Oui, une table rase. Non, je pense on fasse table rase et qu'on avance. Oui, les arguments sont très clairs et ils sont valables. Mais c'est vrai qu'il y avait un ministre de la Réconciliation nationale il y a encore quelques mois. Et pas quelques années, mais quelques mois, il me semble, sous le gouvernement de Patrick Hachi, qui avait cette mission de finaliser cette réconciliation. Alors c'est vrai qu'on a fait énormément d'avancées, on vit quand même en paix, on vit en paix en Côte d'Ivoire, on n'a plus ce ministère effectivement aujourd'hui, mais je pense qu'il reste encore du travail à faire, il n'est pas conséquent, mais il est important autour de la personne de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo. Il y a des gestes supplémentaires, je pense, qui sont très importants à finaliser pour qu'on sente vraiment qu'on a vraiment pardonné, passé à une étape supérieure qui réconcilie en fait tous les partis politiques, les anciens partis politiques importants dans ce pays. Donc, et effectivement, on a fait de grandes avancées. On ne peut pas dire que, c'est pas pour contredire ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au travail qui a déjà été accompli par rapport à la réconciliation nationale, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire. Alors, allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Non, allez-y. Non, je disais que, je répète un petit peu ce que je disais, il y a encore du travail à faire, notamment auprès de 2-3 autres personnalités politiques importantes dans ce pays. Sarah parlait justement de la fonction, de la présence d'un ministère de la Réconciliation, qui n'existe plus d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que justement que dans le schéma dans lequel nous sommes, il faudrait avoir un ministère de la Réconciliation, selon ses propos, pour pouvoir dérouler tout cet agenda-là et puis aboutir à une véritable réconciliation, bien que vous ne soyez pas d'accord qu'il n'y ait pas de réconciliation? Non, pas exactement. Et en fait, on dit la même chose. On dit que la réconciliation est en marche et qu'il y a des points à régler dans le cadre de ce processus qui est déjà enclenché. Mais est-ce qu'il faut un ministère, justement? Et oui, vous précisez, est-ce qu'il faut un ministère? Mais on dit la même chose. On dit que la réconciliation, on dit tous ici que la réconciliation est en marche et que parfois, quand les gens disent
pour que nous soyons réconciliés. Nous ne sommes pas encore réconciliés. Si nous sommes réconciliés, nous sommes assis, et puis nous essayons maintenant de régler les points qui n'évoluent pas. Pardon. Maintenant, est-ce qu'il faut un ministère de la réconciliation? Je pense que le gouvernement tout entier a vocation à traiter des points de réconciliation nationale à travers les missions de chaque ministère. Quand on met en place des programmes d'appui, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la répartition équitable des richesses, de la bonne gouvernance, ce sont des points de réconciliation nationale. Oui, j'aurais aimé que le ministère de la réconciliation nationale ait une vie plus longue, mais on a un ministère de la cohésion sociale, on a, comme je le disais, d'autres ministères qui, dans leurs activités de tous les jours, y contribuent. Mais on a aussi l'opposition, en soulevant les points de faille, qui contribue aussi dans son rôle d'éveilleur de conscience et d'alerte, à dire oui, vous faites beaucoup, et c'est le rôle de l'opposition, mais faites plus. Ce qu'on dit, c'est d'éviter de part et d'autre d'être radicaux. Très bien. Alors, on va prendre M. Yeo, Sarah, un instant. M. Yeo, qui nous appelle d'Aboisseau. M. Yeo, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors, M. Yeo, réaction sur l'actualité brûlante en ce moment en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, qui a eu donc des échanges avec le président Alassane Ouattara, des échanges très courtois selon ce que nous rapportent les différentes presses. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai vu le titre, et puis bon, selon moi, contrairement à ce que tout le monde peut penser, on peut dire c'est bon, mais moi, pour moi, ce n'est pas tout à fait bien, parce que les politiciens, quand ils sont contents, voilà, ils font ce qu'ils veulent, et quand ils ne veulent pas, on dit que c'est un coup de fil entre eux, ils ont échangé. Ça suffit pour que tout le monde dise que ça va. Mais quand on a les partisans, bien dans ce que, moi je vais être direct, les partisans de Guillaume Soro qui sont très virulents, très vraiment discourtois sur les médias, et ils disent ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune autorité de ces partis-là qui vient recadrer les gens. Et puis, bon, tout le monde est à mal, que ce soit avec la crise des les Maliens, le Burkina, le Niger, ils ont toujours été contre, en tout cas, toutes les décisions, comment dire, toute l'attitude même du régime. Et avec un coup de fil, on parle, c'est fini comme ça. Voilà. Alors Monsieur Yeo, pour bien comprendre un peu votre point, vous estimez que ce coup de fil c'est du menu fretin et qu'on ne devrait pas donc penser qu'on pourrait arriver directement à la réconciliation. C'est bien ça votre point? Il est parti. Alors, réaction, justement, permettez à Herman d'avoir... Moi, d'abord, je veux rassurer M. Yeo. Il dit que vous êtes content parce qu'il y a eu un coup de fil. Oui, mais oui, on peut être content parce qu'on était malheureux lorsqu'il n'y avait pas de coup de fil. D'abord, il doit comprendre cela. Mais autre chose, c'est que la passion dans les débats politiques, ce n'est pas le fait d'un seul camp dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Tous les partisans de chaque camp, il y a des passionnés. Voilà. Donc, s'il a trouvé certains propos de certains partisans de Guillaume Soro très virulents, je veux lui dire qu'il y a quand même des propos de certains partisans de Laurent Gbagbo qui sont très virulents. Ceux de Alassane Ouattara très virulents. C'est l'apanage de tout le monde ici. Ouais. Donc, je veux dire là-dessus, ça, ce sont les débats. Je pense qu'on doit veiller, travailler à ce que les débats soient plus courtois. Et autres, ça, c'est un espoir. Mais ce n'est pas à mettre seulement sur un camp là-dessus. Maintenant, pourquoi nous, aujourd'hui, on peut se réjouir? On se réjouit parce que voici un monsieur, et on a vu l'avènement du président Ouattara, comment est-ce qu'il a accédé au pouvoir. Il a été, le Premier ministre Guillaume Soro, en son temps, était une cheville ouvrière de tout cela. Et quand il y a, comme Pascal a dit, il y a un moment, une discorde assez radicale, une séparation assez radicale, ce n'est pas fait pour rassurer, surtout que ça se passe en dehors des frontières ivoiriennes, ce n'est pas fait pour rassurer la nation. Donc aujourd'hui, si les deux, amicalement, reprennent à se parler, ne serait-ce que ça, c'est pourquoi je salue, comme Marius Komoué, je salue aussi parce que pour que le Ouattara prenne le téléphone, ce n'est pas la première tentative, j'imagine. Il a fallu que lui aussi, il accepte de parler à Guillaume Soro. Et le fait d'accepter, en fait, ça représente quelque chose. Et Pascal a bien fait de souligner qu'à côté de cela, c'est ce qu'on voit. Mais il y a eu depuis là... Moi, déjà, lorsqu'on a vu la liste des graciers et qu'on a vu Afif Siata Bamba Lamine et l'aîné Touré Moussa qui étaient sur la liste, qui ont été condamnés ici par contumace et qui sont aux côtés chaque jour de Guillaume Soro, qui était sur la liste, je me suis dit, là, c'est que déjà, il y a des pourparlers avec des émissaires.
Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique de ce qui se passe. Il faut vraiment, on arrive à un... Moi, je pense que le président Ouattara, et c'est tous ces faits-là qui m'amènent à dire aussi peut-être que ça n'intéresse plus, 2025 n'intéresse plus, peut-être ça intéresse ses partisans, mais lui, ça n'intéresse plus. Le président Ouattara? Oui, le président Ouattara, on Pourquoi, verra bien, je sais. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il veut une fin plus ou moins apaisée, il rassemble tout le monde. Il a gracié les militaires, des militaires qui ont été condamnés pour des crimes, je veux dire des crimes, pas des crimes politiques, des crimes de sang. Donc, s'il arrive à cela, c'est parce qu'il veut calmer le jeu et certainement sortir par la grande porte. Parce que c'est cela qui fait peur. Quand on voit ce qui s'est passé au Sénégal, qui a été vite rattrapé, Macky Sall, aujourd'hui, j'arrête là. Ne coupez pas votre frère. Non, vous avez bien compris. On s'en tiendra à cela. Sarah, avant d'arriver à Pascal, alors, est-ce qu'on est un peu trop, on est un peu trop dans l'émotion parce que justement, on est dans un angélisme parce que, oui, ils se sont parlé, du coup, on croit à tout, on est vraiment comme des enfants de cœur et tout. Comment est-ce que vous appréciez les propos de M. Yeo? Est-ce qu'on fait mal de se réjouir ou on devrait se dire, non, peut-être qu'il y a un piège caché? Quelle est votre réaction? Bon, je ne pense pas qu'on croit à tout, mais plutôt qu'on cherche vraiment des moyens de trouver du positif dans cette action et de chercher à se rassurer, car on a envie de mettre un terme à cette phase où les choses étaient très virulentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peine quelques semaines, quelques mois, quand Guillaume Soro prenait la parole, toutes ses sorties, ses communications et vidéos étaient assez virulentes. Je me souviens un peu avant la CAN, les gens se disaient « oulala, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas le bon timing ». Et puis surtout, dans des pays qui sont diplomatiquement, des relations assez tendues avec la Côte d'Ivoire. Donc le message dans la forme comme dans le fond n'était pas très rassurant. D'où peut-être cette prudence aujourd'hui. Moi, je dis qu'il faut laisser le temps au temps. C'est un premier pas positif, mais voyons ce qui va suivre. Et je pourrais dire restons sur nos gardes, mais espérons que les choses évoluent dans le bon sens cette fois-ci, parce que ça fait quand même depuis de nombreuses années que cette saga continue et on a hâte qu'elle se termine positivement. Alors, quand on regarde un peu tout ceci, Pascal et Marius, est-ce que la politique, justement, n'est pas cette science-là qui fait un peu peur? Parce qu'on a vu des personnes s'affronter au nom justement de ces deux personnalités. On a vu des gens prendre parti, des gens dire non, jamais, on ne se parlera plus, c'est fini, c'est la guerre et tout. Et voilà qu'aujourd'hui, les deux leaders se parlent. Comment est-ce que nous, en tant qu'observateurs de la vie politique, comment est-ce qu'on devrait, quel est le message qu'on devrait donner à leurs suiveurs et aux jeunes? Commençons par Pascal, pardon, allez-y. Il faut regarder depuis 1999 le premier coup de force qui a lieu en Côte d'Ivoire et puis suivez les alliances, les désalliances qu'il y a eu depuis ce premier coup de force de 1999. Et chaque fois, prenez-en de la graine et puis posez-vous les vraies questions. Est-ce que finalement, en tant que citoyen, en tant que population, il ne faut pas justement faire comme ces hommes politiques et se laisser toujours une marge pour se reparler? Et donc ne pas aller trop loin dans les invectives, dans les positions radicales. Il faut factuellement regarder depuis 1999 ce qui s'est passé et en tirer les leçons à titre personnel. Parce qu'au bout de la journée, quand il y a des morts, le nombre de morts qu'on compte, le plus grand nombre, c'est surtout au niveau de la population. Oui, très bien. Et parlant donc justement de population, nous avons ouvert le téléphone. Monsieur Yeo est revenu. On l'écoute. Monsieur Yeo, allez-y. Voilà. En fait, comme je le disais là, je me vois un problème des réseaux. Oui, alors, comme je le dis, pour moi, je ne trouve pas de la sincérité dedans, parce que peut-être qu'on a essayé toutes les voies possibles pour contourner la voie de la réconciliation. On n'a pas eu d'issue. Aujourd'hui, on voit que M. Thiam, il revient, M. Thiam, au PDCI, ou bien au niveau de l'opposition, il semble avoir une faute. Donc, il n'y a plus d'issue pour Guillaume Soro. Alors, ce qu'il peut faire, c'est de passer par cette option. Moi, je ne crois pas, parce que pour moi, il n'est pas sincère. Ça, c'est mes propos à moi. Il n'est pas sincère, parce qu'il aurait dû venir directement, tel que ses partisans et plus proches collaborateurs s'expriment. Alors, c'est dommage, il est parti. Mais son point, quand même, est un point à prendre en compte. Il a le droit de s'exprimer. Marius, il estime que Soro Guillaume n'est pas sincère. Et on démontre donc la réaction de ses partisans, souvent sur les réseaux.
qu'il faut se positionner sur ce postulat-là pour regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a le droit de douter? Enfin bref, quelle est votre réaction là-dessus? Monsieur Yeo devrait un peu, j'allais dire, mettre un peu d'eau dans son vin parce que ce qu'il reproche à M. Soro-Guillaume et à son clan, mais on aurait pu le reprocher également à d'autres acteurs politiques, y compris même le régime actuel, lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Des invectives du régime actuel dans l'opposition et ses partisans face au régime de Laurent Gbagbo, on s'en souvient largement. Mais bien avant aussi, M. Laurent Gbagbo et son clan et leur invective face au camp de M. Bédié et même de Houphouët-Boigny. Donc, ce n'est pas un nouveau schéma. Non, mais c'est ce qu'elle a dit tantôt. Ici, sous nos cieux, la politique fait peur. Or, la politique, dans son essence, n'est pas une tribune qui devrait en principe faire peur à la nation. Elle est une tribune qui devrait en principe permettre aux vaillants, j'allais dire aux méritants cadres de nos pays, aux fils et filles mieux formés, qui ont véritablement des projets de société et un programme de gouvernement du pays, un programme de gouvernance, d'accéder au pouvoir d'État en vue de faire le bonheur des leurs. Or, sous nos cieux, la politique est une course effrénée à la mort, j'allais même dire, au point que Pascal, en intervenant, en appelait donc à la conscientisation du peuple, à modérer justement leur prise de position. Il est clair que nos politiques devraient véritablement comprendre la nécessité de faire de la politique pour le bonheur des populations et non pour enjamber des morts. C'est pour ça que nous prenons régulièrement la réconciliation, nous prenons l'apaisement et le rapprochement entre le président de la République et Soro-Guillaume. C'est pour ça que je le dis encore une fois, il faut l'étendre à tous les acteurs. Si on a fait sortir des généraux de l'armée à qui on a reproché de grosses tueries dans ce pays, eh bien, ce n'est pas à M. Laurent Gbagbo ou à M. Charles Blé Goudé qu'on dénierait le droit de vote, encore moins d'éligibilité dans ce pays. Comment est-ce qu'on observe le fait que jusqu'à présent, on n'a pas de mot officiel du côté donc, de la présidence de la République? Quel est votre point là-dessus, Herman? Ben, moi, je pense que c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit il faut, de toute façon, qu'il n'y ait pas de position, ils n'ont quand même pas démenti tout, parce qu'aujourd'hui, ça a été repris par des médias internationaux. Tout ça. Donc, le Monde en a parlé. C'est plus ou moins avéré. Donc, moi, je pense qu'ils laissent, ils ont leur façon de faire leur communication à eux, certainement. Ils laissent les gens débattre là-dessus pour voir les positions, peut-être après faire leur communiqué. Du moment où rien n'est encore officiel, si c'est juste Soro-Guillaume qui a fait un tweet, après c'est vrai que son responsable de communication a fait un petit communiqué, mais je pense que leur attitude sur la question en termes communicationnels, c'est ce qu'il faut. C'est l'autre qui a appelé, c'est que des appels. Ça ne veut pas dire que Soro-Guillaume est en train de prendre un avion et puis qu'il arrive. Il a dit la prochaine fois, ça sera en Côte d'Ivoire. Il y a toutes ces choses-là, oui, mais toutes ces choses-là, ça se discute. Et ce n'est pas dans un coup de fil seulement qu'on règle ça. C'est déjà bon que les gens fassent écho de cela parce que ça rassure, ça apaise. C'est pourquoi même on en parle ici. Sinon, deux personnes qui se parlent au téléphone, je pense que on n'a pas encore, je vais dire, quelle est la suite, personne n'a cela. J'aimerais qu'on puisse regarder un peu le point d'Herman tout à l'heure. Il a dit que si on part sur ce regard-là, on pourrait avoir cette grille de lecture suivante. Est-ce que nous ne sommes pas dans une posture où le président de la République voudrait, par exemple, apaiser tous les fronts et puis sortir sans se présenter à l'élection prochaine? Comment est-ce que vous analysez ce point-là? Alors, se présenter ou pas pour le président de la République aux élections prochaines, je pense qu'un de ces grands vœux intérieurs, je me permets de le penser en tout cas, c'est que la Côte d'Ivoire soit apaisée sous sa présidence, sous son règne, j'ai envie de dire. Il n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs qu'a connues notre pays avec, peut-être, certains l'ont certainement pensé, la préparation de l'après-moi. Et cet après-moi-là, il n'est pas forcément pour 2025, il peut être plus tard, c'est sa décision, puisque constitutionnellement, il peut. Mais cet après-moi-là, c'est de léguer aux générations à venir un pays où la dissidence politique n'est pas une dissidence ni radicale, ni qui met en péril la vie des uns et des autres. Je pense que derrière, il y a une grille de lecture à avoir, peut-être pour 2025, mais au-delà,
c'est que tous les hommes politiques, tous les acteurs politiques devraient pouvoir, à un moment ou à un autre, faire en sorte que chacun puisse exprimer son suffrage et choisir son représentant. Et si on veut s'arrêter sur 2025, à ce moment-là, pour être plus factuel, je dirais que peut-être qu'il est en train de préparer une élection très ouverte pour 2025. Marius Komoé, est-ce que vous partagez l'avis d'Herman? Non, mais le président de la République, M. Qu'il pourrait préparer sa sortie en faisant tout ceci. Même s'il doit préparer sa sortie, c'est depuis longtemps qu'il prépare d'ailleurs sa sortie. D'abord avec le Premier ministre Amadou Bon. Vous êtes sûr qu'il sort tel que vous parlez? Non, il ambitionnait vraiment bien sûr, partir avec le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, paix à son âme. Ensuite, d'aucuns même voyaient après le Premier ministre Ahmed Bakayoko comme successeur. Donc, ce n'est pas qu'il ne prépare pas donc, sa sortie, mais aujourd'hui, il est d'un camp politique et il ne dépend pas de lui. Le parti a son mot à dire. Parce que nous ne perdons pas de vue, il est le leader du parti. Et le parti décide donc en congrès de qui de ses fils ou de ses filles doit présider aux destinées d'abord du parti, ensuite en tant que candidat pour le compte du parti aux élections présidentielles. Et donc le parti déjà se prononce. Très bien. On lit par presse interposée que les cadres du parti se sont prononcés. Ils disent bien, on a reçu sur ce plateau le ministre Mamadou Touré qui a dit qu'en 2025, ils n'ont pas d'autre candidat que le candidat, le président de la République. J'ai écouté on va terminer là-dessus. J'ai écouté un autre cadre, et non des moindres, dans la région de l'Ouest, du Sud-Ouest, dire qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Les candidats, c'est M. Ouattara. Et donc, le parti s'est prononcé. Donc, il nous revient. On n'a pas encore eu de congrès de désignation. On attend donc un véritable congrès de désignation. Exactement. Et c'est en ce moment, même si le président décide de partir, eh bien, le parti peut lui imposer de continuer. Merci, Marius. Alors, Sarah, rapidement, votre avis sur la question avant de rejoindre Isabelle Beauvoir. Oui, est-ce que vous pensez que, selon la grille de lecture d'Herman, le président préparerait, n'est-ce pas, sa sortie en étayant tous les fronts, donc le dernier on va dire des opposants à l'extérieur, Soro Guillaume, en essayant d'apaiser. Comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai une opinion assez simple et pour faire court, je pense que, alors que le président actuel, Alassane Ouattara, ne se présente pas ou se présente, on ne sait pas si les conditions ne sont peut-être pas réunies. Je n'exclus pas la possibilité qu'il puisse se représenter. Pourquoi selon vous? Je ne sais pas si les conditions, selon ces conditions qu'il définit, ne sont pas réunies. Je pense que son principal objectif, c'est que le RHDP quand même reste en place. Si les conditions ne sont pas réunies pour ça, je n'exclus pas personnellement, je ne l'espère pas forcément, mais on verra bien. Mais je pense que cette démarche-là, pour moi, elle est plus pour faire en sorte de ne laisser la place à aucun candidat de venir entacher cette image qu'il a construite, cette image aussi de démocratie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chaque candidat devrait être là, devrait avoir la possibilité de se présenter s'il souhaite être candidat, pour éviter justement des scénarios qu'on peut voir un petit peu à l'étranger dans nos pays voisins, comme au Sénégal, par exemple. Sonko a énormément gagné en popularité à un moment parce qu'on sentait qu'on l'empêchait de se présenter. Donc je pense que c'est plutôt dans cette démarche, c'est de dire, voilà, s'il y a des candidats, ils ont la liberté de se présenter. Et c'est ma démarche, parce que c'est aussi l'image que je veux laisser de moi-même et de mon pays si j'arrive en fin de carrière. Et justement, l'image est très importante. La Côte d'Ivoire à un certain niveau aujourd'hui. On veut finir sur une bonne note. Sur une bonne note. Comme vous dites, il veut finir ce mandat précis et puis envisager ou non de pouvoir relancer la machine pour 2025. Pour moi, c'est vraiment deux questions différentes. La possibilité de se présenter ou pas, c'est vraiment un tout autre débat, mais effectivement, cette communication, cette action vers Guillaume Soro rentre dans le cadre de laisser une image positive de lui et du pays. Juste un ajout. D'une demi-seconde. Soyez rassurés. Oui, remarquez que même au niveau du PPACI, le parti a imposé la candidature de Laurent Gbagbo. Et donc, ne soyez pas surpris, évidemment, qu'au RHDP, à la sortie de ce congrès, on nous impose encore... Affaire à suivre. Vraiment la demi de la demi-heure. Mais là-dessus, parce qu'un parti politique peut avoir sa volonté selon militant, mais une affaire d'élection de candidature, c'est une histoire personnelle entre les électeurs et un individu. Un candidat. Donc, quelle que soit la décision du parti politique, quand le candidat, le militant ne veut pas, on va trouver une autre personne.
Affaire à suivre. 2025, Dieu nous donne vie, on sera là pour tous observer et puis apprécier ce qui va se passer. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Déplaçons le théâtre des opérations au Togo. Rappelez-vous, il y a quelque temps, le président Faure Gnassingbé Eyadema, au pouvoir depuis 2005, a décidé de faire en sorte que son pays adopte le régime parlementaire. Sauf que la chose passe mal dans l'opinion. Et il se trouve encore que les élections régionales et sénatoriales qui devaient avoir lieu le 20 avril ont été reportées. Pour cause, il faut consulter les partis, il faut voir un peu, enfin bref, il faut faire pas mal de choses pour pouvoir aller à une stabilisation du pays. Les populations disent non. Messieurs, comment réagissez-vous à cette actualité brûlante du Togo? Herman, commençons par vous. Moi déjà, il y a 2 points sur sa volonté de voir le Parlement actuel décider d'une nouvelle forme constitutionnelle qui passe au régime parlementaire. Pourquoi c'est gênant? Pas parce que le régime parlementaire, certainement, effraie les populations togolaises, mais c'est parce que quelle est la légitimité de ces grands électeurs qui étaient à sa cause, puisque le Parlement, à l'heure actuelle, jusqu'à ce que, à l'heure actuelle, est à sa cause. Il aurait suffi à Faure Eyadema d'attendre le 20 avril, date prévue pour un renouvellement du Parlement. Après cela, proposer cela d'abord en référendum et qu'après les députés puissent donner leur avis. Mais il ne l'a pas fait. Donc ce qui fait peur aujourd'hui lorsqu'il recule, parce qu'il a essayé, il a vu que les populations ne veulent pas, il a demandé à une certaine révision de la Constitution par le Parlement. Aujourd'hui, il veut gagner du temps. Il a peur que le Parlement, certainement qui sera renouvelé le 20 avril, qui aurait pu être renouvelé le 20 avril, il ne soit pas, son parti ne soit pas majoritaire là-bas. Donc, il ramène cela. Mais moi, je pense que c'est aux Togolais, aujourd'hui, le peuple togolais, de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que leur pays, parce qu'un gars qui est au pouvoir depuis 2010... Le président de la République, le président de la République qui est au pouvoir depuis 2000, après, il devient un gars, parce que il est là depuis 2005. Mais ça n'enlève rien, en fait, qu'il soit président. Ça fait 19 ans. Moi, je pense que on a vu les Togolais aussi ont envie de voir un certain changement de visage au sein de leur régime. Et je pense qu'ils doivent tenir bon. Ils sont à côté. Ils sont à côté, il est à côté justement de vous, Herman. Il va nous accompagner pour cette deuxième partie. Avec vous, on parlera du cacao. Vous êtes monsieur Simplice Tigbo, entrepreneur, ancien banquier d'affaires, ancien trader d'affaires. Votre avis sera également demandé sur le Togo avant qu'on puisse shifter sur l'actualité du cacao. Mais Sarah, regardons un peu ce qu'Herman dit. Herman dit depuis 2005 que dans tout ce schéma, Faure Gnassingbé essaie de conserver le pouvoir par des stratagèmes. Quelle serait votre analyse là-dessus, Sarah? Oui, alors des analystes poussent même un petit peu plus loin l'analyse en se disant que on peut comparer ça un petit peu à un coup d'État constitutionnel dans le sens où le mandat des députés actuels, normalement, est terminé. Donc on a un vrai sujet, un vrai problème autour du calendrier électoral. Les députés actuels sont en fin de mandat et le fait de repousser de manière répétitive les élections, dans un contexte où on cherche quand même à faire voter déjà et adopter une nouvelle forme de constitution, on passerait d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Vous voyez, ce n'est pas rien. C'est des choses qui doivent être quand même décidées par des députés dont le mandat est quand même en cours. En même temps, l'Assemblée nationale compte 91 députés, 89 ont dit oui au changement de régime. Hein. Oui, mais c'est les anciens, quoi. C'est pas ceux qui devraient être nouvellement élus. Dans tous les cas, vous savez, ce qui est un petit peu ironique, c'est que dans un régime parlementaire, le chef d'État, lui, ne gouverne pas. Donc en soi, c'est pas... Mais c'est juste qu'il représente quand même le symbole de l'unité nationale. Et donc, ça va être un petit peu compliqué de parler d'unité nationale dans ce contexte. Très bien. Voilà. Selon vous, le peuple togolais, j'ai dit sénégalais, évidemment, hier, on était effectivement avec le Sénégal. Selon vous, le peuple togolais devrait prendre ses responsabilités. Essayons de faire un comparatif avec le Sénégal. Au Sénégal, la Cour constitutionnelle dit non. Au Togo, on est dans un schéma différent, Marius. Pour l'instant, on n'a pas encore leur mot. Mais comment est-ce que vous observez tout ceci et quelle pourrait en être l'issue? Mais loin même de la décision de la Cour constitutionnelle de soutenir l'initiative des populations, les populations ont pris leur destin entre leurs mains.
comme un seul homme, elles se sont mobilisées. Jamais dans l'histoire de ce pays frère, on a vu autant de monde dans la rue de Lomé protester contre une décision gouvernementale, une décision d'un régime, quel qu'il soit, depuis le père jusqu'au fils fort. Et donc, il est fort et probable que si le fils fort s'entête d'aller dans cette voie, il risque de ne plus être fort dans son propre pays. Et donc, pour nous, société civile, nous pensons que des questions qui engagent l'avenir d'une nation et qui, j'allais dire, transforment la vie constitutionnelle d'un pays, cela devrait être laissé à l'apanage, au choix des populations. Soit, Herman l'a dit, par référendum, mais que de confier, on sait tous dans nos pays que la plupart de notre hémicycle est dominé par le régime au pouvoir. Et donc, la représentation véritable du peuple n'est pas avérée. Et donc, il est tout à fait, parce qu'il faut compter avec l'opposition. La mobilisation que nous avons vue à Lomé est une œuvre tant de la société civile que des hommes politiques de l'opposition. Et donc, cela pourrait naturellement nuire à notre cher ami fort, à notre cher président fort, s'il t'entête à vouloir être fort sur le peuple du Togo. On a bien compris, Marius Komoye. Pascal, en même temps, l'argument qui est donné, c'est de dire, écoutez, on repousse pour pouvoir faire des consultations, n'est-ce pas? Et avoir évidemment les avis des uns et des autres sur tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un argument fallacieux donné par le gouvernement togolais, selon vous? Non, je ne voudrais pas, Christelle, porter de jugement de valeur sur l'argument en lui-même. Je voudrais rester comment vous l'appréciez rationnelle. Justement sur le motif donné pour le recul de date? Déjà, une élection, ce sont des budgets qu'on engage. Il faut être très concret. Quand à 24 heures de l'élection, on vous dit qu'elle est reportée, ça fait mal au portefeuille. Ce sont des choses, la politique coûte cher. Donc, soit on en a fait pas assez trop tard, ou soit on en a fait assez trop tôt. Je veux dire, on est dans une espèce de... Soyez précise, Pascal. Voulez-vous nous dire que le gouvernement n'est pas prêt à organiser ou est-ce que je perçois mal? Alors, est-ce que vous pensez au gouvernement? Est-ce que vous pensez aux députés? Parce que ce que dit la Constitution togolaise, c'est qu'un projet ou une proposition de révision constitutionnelle est considérée comme adoptée si il ou elle est voté à la majorité des 4/5 des députés. En vrai, il a 51 députés. Et puis, il s'est allié avec les députés dits modérés pour faire passer cette proposition. Et quelque part, on aurait pu avoir une autre lecture. Parce que quand on passe d'un régime semi-présidentiel, comme c'est le cas au Togo, ou présidentiel pour certains dans les faits, et qu'on veut passer à un régime parlementaire, en vrai, certains pourraient croire qu'on veut aller à plus de démocratie. Donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'on applaudisse des deux mains pour dire bravo, voici un président qui veut lâcher du lest au niveau... Et laisser le peuple gérer par les députés. Laisser le peuple gérer, parce que les députés sont désignés par le peuple. C'est l'un des suffrages où on reconnaît la représentativité du peuple jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, c'est un peu incongru, mais alors c'est dans la forme peut-être, et puis par rapport aux échéances qui arrivaient, et peut-être qu'on y a vu là aussi une autre façon pour le pouvoir d'opérer une mainmise, mais enfin, je veux dire, déjà en soi, reporter les élections à 24 heures comme ça fait un petit peu fébrile, et ça peut poser des questions. Juste pour dire que ce n'était pas la première fois que le peuple togolais se lève comme ça dans la rue. Il y a eu d'autres exemples. Écoutons notre expert en cacao. Moi, j'aimerais avoir son avis. Aujourd'hui, les peuples africains sont très alertes. On suit un peu tout, on réagit. Et puis, l'effet Sonko, Bassirou Faye, donne des ailes. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on risque d'arriver à un schéma pareil si le pouvoir, justement, s'entête à aller à son agenda? C'est une... grande possibilité, je pense bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est encore au Togo, c'est qu'on est en train de léser le peuple de son pouvoir, de son droit de désigner légitimement son représentant. Je pense que là, il s'agit d'une reculade démocratique et je pense que l'exemple qu'a montré le Sénégal doit aujourd'hui servir à l'ensemble des Africains. C'est-à-dire qu'il y a donc dans notre population des jeunes, des personnes qui ont de la compétence, qui ont un savoir-faire et qui peuvent donc arriver donc aux instances dirigeantes de nos pays. Je pense qu'il faut donner la chance à ces personnes-là et
qu'il faut sortir des schémas de vouloir forcément s'accaparer du pouvoir par des artifices de toute nature. Et bon, celle-là, elle est trop... C'est comme un fil blanc qu'on prend pour coudre un neige noire, quoi. C'est trop visible. Il faut que les Africains vraiment prennent le dessin en main. Très bien. Alors, il qualifie donc l'argument d'artifice de toute nature. Je rappelle, je vais dire, dire les propos. La présidence a justifié ce léger décalage du calendrier électoral à l'effet de tenir des consultations nationales et de prendre en compte toutes les contributions de la vie socio-politique du pays sur le changement de constitution en cours. Ça nous rappelle quelqu'un qui avait reporté aussi quelque chose et qui disait « je dis ça, je dis rien ». Vous ne dites rien, c'est mieux Pascal. Mais en tout cas, c'est l'argument donné. On verra un peu comment est-ce que le peuple togolais va réagir à tout ceci. On voit que ça a déjà commencé à bouillir. Comment ça finira? On espère dans la paix pour notre peuple frère togolais. Herman, on va directement sur le cacao. Hein. Oui, on est... Voilà, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes M. Simplice Chigbo, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes ancien banquier et banquier d'affaires, et vous êtes un ancien trader du cacao. Et aujourd'hui, vous avez créé une chaîne de valeur qui a abouti justement à des espèces de... à du chocolat en sucette. Vous créez, vous transformez. Comment est-ce que l'ancien banquier que vous êtes a décidé de laisser les chiffres et les tableaux et l'argent, on va dire ainsi, pour se retrouver en train de penser à imaginer une chaîne de valeur dans le cacao et même pour faire des produits? Pourquoi? C'est venu d'où? Je pense que c'est toute l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire. Nous avons un pays qui est premier producteur de cacao et nous avons des populations qui travaillent d'arrache-pied pour mettre sur le marché un produit. Et il est dommage de constater que les populations qui s'adonnent à cette activité n'arrivent pas à vivre décemment de leur activité. Et cette paupérisation que nous constatons dans le monde paysan aujourd'hui fait que les producteurs ne sont pas capables d'investir durablement dans le renouvellement de leur verger. Donc aujourd'hui, la situation que nous connaissons en Côte d'Ivoire, qui est caractérisée donc par l'insuffisance de production due aux problèmes climatiques, mais également au vieillissement des vergers, pose le problème de la durabilité dans le secteur cacao. Moi, j'ai consacré l'essentiel de ma carrière, 20 ans d'expérience dans le cacao. J'ai fait presque tous les métiers du cacao. Et aujourd'hui, je connais toutes les problématiques qui sont liées donc, aux difficultés des producteurs. Et c'est donc en réponse donc, à ces problématiques-là que nous avons pensé qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'État parle beaucoup d'industrialisation, on parle beaucoup de transformation, mais on ne parle pas suffisamment de consommation. Et je pense que... C'est là la clé, selon vous. Les deux leviers, consommation et transformation d'abord et consommation ensuite, consommation locale, doivent permettre à la Côte d'Ivoire donc de pouvoir donc disposer de sa production et permettre aux populations donc de pouvoir consommer le produit. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des consommateurs de cacao. Dans toute la sous-région, il y a toute l'Afrique, il y a un marché virtuel qui est là. Mais on n'a pas les produits adaptés pour que ce marché-là puisse répondre plus vraiment à l'offre qui est existante. Donc aujourd'hui, il y a des schémas qui ont permis à des jeunes gens, des Ivoiriens, de mettre en place des schémas de production de chocolat. Dont le vôtre. Oui, mais le mien, il est un peu différent parce que moi, j'ai travaillé plus sur la consommation finale. OK, très bien. On va s'arrêter là parce qu'on va évoluer graduellement sur le sujet. On va observer tout l'environnement avec le nouveau prix de 1500. Votre avis, le schéma que la Côte d'Ivoire a, la stabilisation, la libéralisation. Quel est votre point de vue, Herman? C'est justement ma question. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien vient pour la petite saison, vient de fixer le prix Borchamp à 1500 francs CFA. Quelle est la réalité, vous qui connaissez toutes les chaînes de valeur au niveau de la cacaoculture? Quelle est la réalité Borchamp? Est-ce que ce prix Borchamp indiqué est vraiment perçu par les populations au kilogramme, par les producteurs au kilogramme? Bon, si on parle de perception des producteurs, on ira loin. On parlera, est-ce que ce prix-là, il est suffisamment... Est-ce qu'il est bon? Rémunérateur de l'activité du producteur. Bon, là, c'est une grande question, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par le passé pour déterminer un prix rémunératif du producteur. C'est
un exercice complexe qui a permis, donc, sur la base de la production, sur la base de tout ce que le producteur met dans sa plantation, dans son champ, pour déterminer un prix qui serait rémunérateur pour lui. Aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour dire si ce prix est rémunérateur ou pas. Mais ce qui est sûr, la question, est-ce que le producteur vit décemment avec ce prix-là, du cacao-là? C'est là la problématique. Et quel est votre avis là-dessus, justement? Et je pense que si on doit... récemment, j'ai vu un article de Oxfam, par exemple, qui a déterminé qu'il faudra 6 000 $, vraiment. 6 000 $, ça doit assez fort. Pour que le producteur puisse vivre décemment. J'ai trouvé l'article assez prétentieux. 6 000 $, ça fait combien en CFA pour aider une population? 3 600 000. Ça veut dire que le prix de vente de cacao à l'international. Donc, voilà, oui, la tonne. Donc, on va donc la dériver en Côte d'Ivoire. Ici, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a la politique de fixation des prix se base sur le fait qu'il faut qu'on garantisse au minimum 60% du prix donc, CAF donc, aux producteurs. Donc, en fait, c'est assez complexe et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des producteurs, on les a entendus et on a vu plein d'articles là-dessus. Il y a les organisations des producteurs qui ont estimé que ce prix n'est pas suffisamment à la hauteur de ce qu'ils attendent. Certains ont dit aussi que c'était bon. Oui, d'autres ont dit que c'était bon. En même temps, les gens lorgnent, ils regardent de l'autre côté, au Cameroun. Mais regardons aussi à côté de nous, au Ghana. Au Ghana, on a un prix qui est similaire au prix de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisqu'ils veulent faire encore, eux, ils veulent augmenter de 50% pour porter le prix qui était à 1100 francs CFA, à peu près à 1500, 1600. Donc, voilà. Donc, le Ghana est notre miroir. Et il faut qu'on évite de regarder trop loin. Le Cameroun, c'est notre système de production, de mise à marché. Exactement. Voilà. Alors, Sarah, allez-y, question. Voilà. En parlant justement de système de commercialisation, M. Chibo, on a beaucoup parlé ici sur ce plateau et comparé les deux systèmes, en fait, système libéralisé versus système sécurisé. Est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, selon vous, déjà, quelle est votre opinion sur les deux systèmes et ne penseriez-vous pas qu'il faudrait peut-être une sorte de système hybride, tout simplement, pour garantir, je ne sais pas, un prix minimum plancher pour les producteurs quand les cours du cacao se dégringolent et voilà, laisser ensuite le cours, enfin, avoir un prix favorable quand les cours augmentent. Oui. Donc, en fait, on est passé d'un système stabilisé depuis les indépendances jusqu'à, je crois, en 1999. Et après, ça a été donc à un système libéralisé, dans lequel chaque acteur était face au marché et il négociait directement avec son acheteur pour fixer un prix, sur la base effectivement des prix qui étaient fixés par le marché international. Et on est revenu donc 2011-2012 à un système stabilisé. Stabilisé, dans lequel en fait qui fonctionne sur la base de comme un système d'auction vente aux enchères, où l'État donc vend à l'avance entre 70 et 80% de la production nationale et donc dispose donc d'une fenêtre de 30%, de 20-30% pour les ventes spot entre octobre et la fin de l'année. Voilà. Donc, quel est votre avis? Quel est le meilleur, en fait, notre point, c'est quel est le meilleur process? Je pense que chaque système a ses avantages, chaque système a ses inconvénients. Je pense qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, il est bon, puisqu'il a permis, à la Côte d'Ivoire de garantir un prix, fixe sur une période de temps. Voilà, et permettre aux producteurs de ne pas subir les effets pervers de la chute des cours. Très bien, on s'arrête là et on va laisser la place à Pascal pour sa question. Oui, peut-être sur les questions internationales comme ça liées au cacao. Ou directement sur le produit. Ou directement sur le produit, mais juste sur ces questions-là, finalement, ce que nous dit M. Sigbo, c'est que le mieux, c'est de stabiliser les prix et c'est bien ce que j'ai compris. Je vais y revenir après, je n'ai pas terminé mon développement là-dessus. Mais moi, je vais vous poser une question sur votre produit, tout simplement. On n'a pas assez de temps, en fait, donc moi, on va accélérer. Ce que je vois, c'est que vous allez créer des emplois, puisque les unités industrielles sont installées en Côte d'Ivoire, et vous allez
vulgariser le cacao dans une forme très ludique. Je suis d'ailleurs un peu triste parce que vous ne nous avez pas envoyé de bonbons au cacao, au chocolat. J'avoue que j'y ai pensé même. Bon, la prochaine fois. C'est la prochaine fois. Alors, comment vous voulez... alors, ce sont des cultures de rente, il faut le reconnaître. Donc, les habitudes commencent à venir, mais comment vous voulez transformer le quotidien des enfants, des Ivoiriens et même de la sous-région du monde entier avec ce produit que vous mettez en vente, qui, je le rappelle, c'est un bonbon au chocolat. Une sucette au chocolat. Une sucette au chocolat. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, mais comment on va arriver à proposer un produit qui puisse passer facilement? On a fait une étude qui a permis de mettre en évidence beaucoup de barrières psychologiques. La barrière psychologique du prix, la barrière psychologique de la qualité, et puis d'autres informations également qu'on a collectées sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous regardez, on fait un chocolat qu'on vend à 100 francs la sucette aujourd'hui, pour permettre à toute personne de pouvoir avoir accès au acheter produit, au moins un chocolat de bonne qualité, avec du cacao pur, et puis avec une proportion de cacao qui dépasse 45%. Est-ce qu'on se retrouve un peu dans le chocolat qu'on a de l'extérieur, qui est bien sûr. Voilà, qui est bien fait, avec un emballage et tout cela? Oui, c'est un chocolat qui permet à toute personne de découvrir le goût original du cacao, qui manque aujourd'hui à beaucoup de gens. Et la plupart des consommateurs se disent, mais ce que nous aimons, c'est cet arrière-goût amer de ce produit-là, qui fait du chocolat, vraiment, de notre chocolat, une particularité. Il coûte 100 francs. Comment le producteur, c'est trivial ma question, mais je m'en excuse, comment le producteur gagne dans cette affaire? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de... quelle est leur marge? Et est-ce que vous-même, vous êtes devenu producteur sur le coup? Non, nous sommes donc en partenariat avec des coopératives cacao. Ah, très bien. Et à qui donc nous faisons profiter donc de notre marge, et puis nous travaillons avec des coopératives certifiées. Et nous envisionnons d'engager des discussions vraiment qui vont aller très loin dans le secteur de la durabilité, pour donc offrir donc à ces producteurs-là d'autres alternatives. C'est-à-dire qu'il y a la production de chocolat, bien sûr, de leurs produits. Il y a aussi la production de miel. Il y a également la production de jus de cacao, donc qui sont également très prisés. Donc, effectivement, c'est un ensemble de moyens que nous mettrons donc à la disposition de nos producteurs pour qu'ils puissent vivre non seulement du chocolat, du cacao, mais également de la marge sur le chocolat, de la marge sur d'autres produits que nous allons développer avec eux. Et donc, c'est ça qu'on appelle la durabilité. En fait. Alors, il nous reste 2 minutes. C'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est pour ça que je disais qu'on va courir un peu sur les explicatifs et puis les rendre un peu plus courts. Mais on va prendre Herman et puis dans les 2 petites minutes, on va essayer de partager quelques secondes pour que chacun puisse s'exprimer rapidement, Herman. Vous êtes en plein couple transformation et consommation. Aujourd'hui, quelle est la difficulté aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la transformation? On nous parle de 30% de transformation. C'est détenu par qui? Est-ce que ce sont des acteurs locaux ivoiriens ou des personnes étrangères qui sont dans cette économie encore? Aujourd'hui, c'est un système, c'est un environnement qui rassemble non seulement les gros transformateurs que nous connaissons, les grosses multinationales qui transforment. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 35%. Je pense que c'est un chiffre qui a bien évolué. Mais en fait, c'est une transformation qui reste encore destinée à l'exportation. Voilà, et très peu à la consommation locale. Parce qu'effectivement, c'est des produits, pour la grande partie des produits semi-finis, c'est la masse, c'est le beurre qui sont donc exportés. Et qui ne sont pas... Sur la question de la transformation. Voilà. Rapidement, prends Sarah, rapidement. Sur la question de la transformation... Marius, permettez, c'était Sarah. Excusez-moi, moi je fais très vite. Rapidement, Sarah, rapidement. Voilà, ancien banquier, vous avez décidé de vous lancer dans la transformation du cacao. J'ai envie de vous demander quels sont les principaux défis auxquels vous avez dû faire face et les solutions que vous avez apportées justement pour aussi donner envie à d'autres personnes peut-être de se lancer dans ce secteur qui est aussi quand même... Allez-y, allez-y. Le défi, moi je me suis projeté parce que je connaissais le secteur. Je ne suis pas un chocolatier qui est venu faire affaire comme ça. Mais banquier, vous maîtrisez voilà, mais plutôt un banquier, mais plutôt je suis venu parce que je connaissais les problématiques du secteur et je pense que si on réfléchit à un produit comme celui que nous mettons sur la place, on va résoudre pas mal de questions, pas mal de soucis pour les producteurs. Et donc, on a rencontré des problèmes, c'est clair, comme tout investisseur qui se lance dans une activité. Et le défi majeur, c'est le problème des financements.
Voilà. Et ça, c'est comment trouver des partenaires, comment trouver des financements pour faire avancer une affaire. Et nous avons Quand terminé. un banquier dit qu'il cherche des financements, terminé. on met fin à l'émission. Nous avons terminé notre temps d'antenne. On a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'aurais aimé qu'on aille plus loin, mais malheureusement, il fallait donc répondre et puis voilà, rentrer dans le détail. La porte est ouverte, hein, vous pouvez revenir. Merci d'être passé et bravo pour l'initiative en espérant que cela puisse faire tache d'huile avec tous les autres producteurs à effet justement de pousser la consommation locale par cette transformation que vous faites. Merci beaucoup. C'est notre plaisir. Hello Sarah, merci d'être venue. Merci beaucoup. Pascal en rose, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Marius, merci. Merci Christelle. Merci. Et on se retrouve donc demain. Voilà, demain, une autre émission vous attend. N'oubliez pas, les programmes continuent sur Live TV avec le vrai match. À demain.